faut-il redéfinir le rôle de l'État? Alors, de Richelieu aux Gilets jaunes, l'État, sa définition, son rôle sont perpétuellement interrogés en France, mais finalement toujours dans le même sens, celui de son renforcement. L'État, ce n'est plus le roi absolu, mais c'est une république qui nous soigne, nous instruit et nous protège. Pour tout cela, il emploie près de 6 millions de personnes et dépense l'équivalent de près de 56% de la richesse produite chaque année en France. L'État français est donc généreux, mais de plus en plus endetté, égalitaire, mais de plus en plus inéquitable, omniprésent, mais de moins en moins efficace. Ce sont du moins les reproches qui fusent de partout, des ronds-points à l'Assemblée nationale. La nécessité d'une réforme fait donc consensus, mais le consensus s'arrête là. Que faire? Comment s'y prendre? Chaque Français a son avis et alimente la boîte à idées du grand débat. 1,5 million de contributions sur Internet, 16 000 cahiers de doléances. Alors, nous allons y apporter notre modeste pierre avec nos invités. Emmanuel Auriol, vous êtes économiste. Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP. Et Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre. 3 points de vue. 3 observatoires bien différents pour enrichir le débat. Alors je vais commencer par vous, Emmanuel Auriol. Vous êtes professeure et chercheuse à l'école d'économie de Toulouse et vous vous intéressez particulièrement aux politiques publiques. Alors, peut-être pour un élément contextuel, l'État tel que nous le connaissons aujourd'hui, cet État-providence, héritage de l'après-guerre, est-il vraiment à bout de souffle ? D'abord, merci beaucoup donc, pour l'occasion de m'exprimer devant cette audience choisie. Donc l'État, effectivement, tel que nous le connaissons, il est en difficulté. Et je crois qu'il y a des mouvements de fond qu'on a évoqués donc, tout ce matin. Et paradoxalement, j'aimerais aussi revenir sur quelque chose qui a été dit dans la table ronde précédente, c'est-à-dire ce sentiment de solitude, ce sentiment pour certains citoyens même d'inutilité, tant professionnelle parce qu'ils ne sont pas employés que sociale, vient paradoxalement du succès de l'État-providence parce qu'on a inventé un monde où on n'a plus besoin de la famille, on n'a plus besoin de la solidarité sociale pour être soigné, pour être éduqué. L'État le fait. Il y a des endroits sur la Terre, par exemple en Afrique subsaharienne, où il n'y a pas d'État-providence et les solidarités sont forcées, donc on est inclus dans un réseau parce qu'on a besoin de ce réseau pour survivre. Donc c'est un paradoxe, mais ce succès de l'État-providence pèse, et ça on ne l'avait pas du tout mesuré je crois, pèse psychologiquement sur les gens. Ils se sentent pas utile, il n'est pas nécessaire qu'ils soient généreux, ils n'ont pas besoin de l'être en fait, puisque de toute façon on prélève l'impôt et on redistribue. Donc ça crée, je pense, un problème profond, et ça a été très bien évoqué précédemment. Donc dans la demande des Gilets jaunes, ce qu'ils revendiquent, c'est que sur les ronds-points aussi, il y a de la vie sociale, il y a le sentiment de faire quelque chose ensemble, et c'est un vrai besoin. Donc cet État-providence, il naît après la Seconde Guerre mondiale essentiellement, et du fait de la crise de 1929, et le diagnostic, c'est vraiment que laisser faire ce système capitaliste mondial, ça entraîne pas du tout la prospérité, mais à la faillite. Et donc, si on écoute, par exemple, le général de Gaulle devant l'Assemblée constituante après-guerre, Hugo Chavez, à côté, c'est un ultra-libéral. Il veut tout nationaliser, il faut orienter l'épargne, il faut... Donc, cet État-là, omniprésent, qui va s'occuper absolument de tout, des infrastructures, de la santé, de l'éducation, de la redistribution, il nous laisse presque rien faire, finalement. Pourquoi il est à bout de souffle aujourd'hui? Parce qu'entre-temps, il y a eu des modifications profondes du monde. En particulier, on s'est globalisé, particulièrement en Europe. Donc on a dû abandonner nationalement la monnaie, on a dû abandonner les politiques industrielles, on l'a vu, on ne peut plus faire ce qu'on veut chez nous, c'est incroyable ça, mais c'est comme ça, l'Europe décide. On a dû abandonner aussi des prérogatives sociales en se fondant pour pouvoir se fondre dans le monde en fait. Et donc on arrive à un paradoxe où il y a donc une nostalgie d'un État fort qui peut prendre des décisions. Et du coup, il y a un sentiment aussi, je crois, assez légitime, qui a été évoqué là encore à la première table ronde, de l'impuissance de l'Europe, par exemple, à résoudre certaines questions. On a été incapable de prendre des décisions sur le climat. On a été incapable, et alors là j'étais assez étonnée quand même de ce qui a été dit ce matin, l'Europe comme moteur mondial de la démocratie et de l'exemple démocratique, franchement, on est l'endroit au monde où il y a le plus de paradis fiscaux.
Il y en a partout chez nous. Hein. Monaco. Alors certains ne sont pas partis de l'Union européenne, mais il y en a partout. Hein. Guernesey, l'Irlande qui fait son dumping fiscal pour attirer les entreprises. Donc on donne des leçons de morale. Les Européens sont ceux qui cachent le plus leur fortune dans les paradis fiscaux. On est incapable donc de régler ce problème, de faire payer. Alors je suis désolée pour la personne qui conseille les entreprises multinationales, mais on est incapable de faire payer les entreprises multinationales leurs impôts et on demande aux gens de payer leurs taxes sur l'essence. Ça crée des tensions forcément. Donc cette impuissance à faire payer les multinationales, cette impuissance à régler des problèmes comme le climat, la gestion de la crise migratoire qui a été lamentable quand même au niveau européen. Donc tous ces constats-là font penser aux Européens dans leur pays qu'effectivement ça ne marche pas. Hein. Et donc on a une nostalgie d'un État fort qui est capable de prendre des décisions chez lui. Donc autant être, c'est un peu la philosophie, c'est autant être petit chez soi que intégré et inefficace. Je crois que c'est une erreur et je pense que moi l'Europe est protectrice. On va le voir avec le Brexit d'ailleurs. Hein. On va avoir une expérience naturelle, malheureuse je pense, mais on va voir ce que ça fait de sortir. Et ça sera peut-être très utile pour tout le reste de l'Europe de voir à quel point l'Europe nous est utile. Hein. Mais il y a des problèmes et effectivement je ne sais pas comment exactement les résoudre. Voilà, alors on va en reparler tout à l'heure de la façon dont on va essayer de les résoudre, mais continuons sur le constat. Augustin de Romanet, avant de diriger Aéroports de Paris, vous avez largement fréquenté les cabinets ministériels, y compris celui d'une personne assise pas très loin de vous, et ainsi que l'Élysée. Je suis au milieu. Hein, et puis vous avez été pendant 5 ans à la tête de la Caisse des dépôts et consignations, donc au cœur de la machine de l'État. Vous connaissez parfaitement son fonctionnement. Alors, qu'est-ce qui cloche aujourd'hui ? Bonjour à tous. Alors, je crois que Mme Auriol s'est exprimée magnifiquement parce que ce qui cloche aujourd'hui, c'est que la promesse de l'État-providence ne peut plus être tenue. Notre société vit sur la promesse du préambule de la Constitution de 1946. Je cite. « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. » Tout est là-dedans. Et vous avez parfaitement dit, nous vivons sur une idée que c'est à la collectivité de permettre à chacun d'avoir un travail, de se soigner, etc., etc. Aujourd'hui, chacun voit bien que cette promesse n'est plus tenue. Et plus encore, les missions de l'État avant cette période d'État-providence, c'est-à-dire la justice, l'éducation, ne sont même plus tenues parce qu'il y a une telle dérive des dépenses sociales qu'on rogne sur l'éducation, on rogne sur la justice. Songez que, par exemple, en Seine-Saint-Denis, il doit y avoir 3 procureurs, là où il en faudrait 50. Donc on ne peut plus. Les magistrats sont des héros dans ces zones. Donc, la promesse de l'État-providence n'est plus tenue, les missions de base de l'État sont rognées, l'ascenseur social est en panne. Quelle est la cause ? Alors, je vais essayer de me limiter à 2 choses, parce que j'ai 5 minutes, donc je vais faire 2 minutes par cause. Allez-y. J'en verrai 2. La première, c'est l'illusion du keynésianisme budgétaire, et la deuxième, c'est la mondialisation. Alors, l'illusion du keynésianisme budgétaire. En 1960, les dépenses publiques représentaient 30% de la richesse nationale. Aujourd'hui, c'est 57%. Et sur quel mythe vivait-on en 1960 ? Vous le retrouverez, pour ceux qui ont fait des études de finances publiques, dans le manuel de Renaud de la Génière. Il y avait un théorème qui s'appelait le théorème de Havelmo. Alors ce théorème disait, quand vous êtes en situation de faible croissance économique, vous avez une solution magique. Vous augmentez les dépenses de 1% et vous augmentez les recettes de 1% du PIB. Comme le multiplicateur de dépenses est supérieur au multiplicateur inverse de recettes, votre PIB ex post est supérieur de 1%. Vous vous souvenez de ça ? Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? En 1960, on s'est dit, on est à 30% de dépenses publiques par rapport au PIB. Mais on va passer à 31% de dépenses, 31% de recettes, 32, 32, 33, 33, etc. Puis arrivé un jour, on a augmenté les dépenses, mais on a arrêté d'augmenter les recettes. C'est les déficits budgétaires. Donc vers 75 à peu près, 75-80, on a fait 40% de dépenses publiques par rapport au PIB, 40% de recettes, et puis on a fait 41, et puis on est resté à 40, etc. Donc, pardon d'être aussi imagé, mais ça nous a conduit dans une situation de déficit budgétaire tout à fait considérable
qui fait qu'aujourd'hui, les États n'ont plus de marge de manœuvre. Alors, ce n'est pas le sujet de cette table ronde de dire pourquoi, mais voilà. Alors, je me suis dit, mais au fond, il y a d'autres pays qui ont des difficultés aujourd'hui. Aux États-Unis, par exemple, le grand désarroi de la population qui vote Trump, elle n'a pas le même niveau de dépenses publiques par rapport au PIB. Alors, il y a un second phénomène qui se joue, qui est le phénomène de la mondialisation. Quand Tocqueville arrive aux États-Unis en 1830, la première chose qu'il dit, c'est ce qui me frappe dans le régime démocratique, c'est l'égalisation des conditions dans un État démocratique. Mais s'il revenait sur la planète aujourd'hui, il dirait la première chose qui est frappante, c'est l'égalisation des conditions entre tous les citoyens de la planète, ou plutôt l'égalisation des aspirations. Tous les citoyens de la planète, par Internet, ont les mêmes aspirations. Quand vous commencez à avoir de l'argent au Belize, au Groenland ou au Chili, vous voulez acheter les mêmes produits des grandes marques que je ne citerai pas. Et donc cette aspiration, enfin cette égalisation des aspirations qui conduit à progressivement une égalisation des conditions par les migrations, etc., produit des énormes troubles dans les sociétés. Donc aujourd'hui, nous avons un double défi. Premièrement, essayer d'expliquer à nos compatriotes comment on peut répondre à votre question. Est-ce qu'on a les moyens d'être toujours l'État-providence promis en 1945, d'une part, et si on n'a pas les moyens, comment on aménage la chose? Et puis parallèlement, il faut gérer la question d'un certain nombre de populations qui ont des fenêtres ouvertes sur nos pays, je pense à l'Algérie par exemple, qui demain matin voudront venir chez nous quand les verrous seront bloqués. Comment est-ce qu'on gère ça? Donc en réalité, vous m'aviez demandé à m'arrêter à ce qui clochait, et donc je ne donnerai pas les solutions, c'est pour le prochain tour de table. Voilà, ouais. Ici, on est cartésien, on commence par le constat, ensuite les solutions. Alors, Jean-Pierre Raffarin, bon, vous avez eu une longue vie de parlementaire, puis de ministre, vous avez été Premier ministre de Jacques Chirac de 2002 à 2005. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ces constats? Et puis, est-ce que l'État a encore les moyens de ses ambitions ou est-ce qu'il est vraiment piégé par ses finances? Est-ce que c'est ça le sujet? Bonjour. Je suis heureux d'apprendre qu'il y aura un deuxième tour de table, car on aura des propositions, car autrement, on était dans cette situation paradoxale où c'était le Girondin qui allait défendre l'État. Parce que quand même, je veux quand même dire un petit mot, c'est que quand on touche à l'État, on touche quand même à quelque chose qui est un trésor pour les démocraties notamment. Surtout aujourd'hui dans le monde où un certain nombre de grandes puissances et de régimes autoritaires ont donné à leurs États une puissance considérable et qu'il ne faut donc pas chercher systématiquement à affaiblir l'État, mais de trouver les façons de jouer le mieux possible son rôle. Donc je veux quand même dire cela parce que je crains beaucoup les désordres que l'on peut trouver dans les pays qui manquent d'État, y compris quand il s'agit de lutter, par exemple, contre des phénomènes comme le terrorisme, où on voit bien qu'il y a des nécessités structurelles majeures. Donc comment faire en sorte que ce qui, aujourd'hui, semble être une pathologie de notre État, puisse être surmonté de manière à ce qu'on retrouve des forces. Moi, je vois trois axes qui me paraissent aujourd'hui, trois axes de faiblesse qu'il faut corriger. Le premier axe, c'est l'abandon complet dans nos systèmes et dans notre système du travail du moyen terme et du long terme. On n'a plus de data, on n'a plus de commissariat au plan, on n'a plus de stratégie. Le professeur Gaucher disait tout à l'heure qu'il s'agissait d'un travail que le compromis. Mais tous les grands sujets aujourd'hui, dans la complexité du monde, sont des sujets de travail. La paix ne tombe pas du ciel. La paix, c'est un travail. Il y a des écoles de guerre partout. Il n'y a pas d'école de paix. Ce travail-là, comment est-ce qu'on le construit? Si ce n'est à l'État aussi de créer le moyen d'avoir une pensée. Ne sous-estimons pas la capacité qu'ont les régimes autoritaires aujourd'hui, souvent dominants dans le monde, de penser l'avenir et de donner à leur population des visions d'avenir. Et on peut toujours s'interroger quand on voit que les jeunes Chinois, les jeunes Brésiliens sont plus optimistes sur l'avenir que les jeunes Français. Donc il y a là, je pense, un premier axe. L'État ne pense plus le long terme. Tous nos sujets sont de plus en plus complexes. Cette complexité demande de plus en plus de travail, de plus en plus de temps. Et la maîtrise du temps est un sujet sur lequel l'État doit pouvoir travailler. Et là, on verra qu'il y a beaucoup de choses à faire
de manière assez opérationnelle et pas nécessairement très coûteuse pour reprendre cette fonction qui est une fonction en fait de pensée pour ne pas être dans cette situation décrite par Edgar Morin, quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive. Aujourd'hui, l'esprit de l'État dérive parce qu'il est dévoré par l'immédiat. Premier axe. Deuxième axe, le compromis justement, le partenariat, l'articulation, la complexité. L'État, c'est quand même le lieu où doivent pouvoir s'arbitrer un certain nombre de tensions et donc de négociations et donc de dialogues. C'est vrai sur le plan social, c'est vrai sur le plan territorial, c'est vrai sur le plan économique. Et il est nécessaire d'avoir ces lieux. Aujourd'hui, on n'a plus véritablement d'organisation d'un dialogue social structuré. Maintenant, depuis Nicolas Sarkozy et aujourd'hui encore le président de la République convoque les partenaires sociaux. Mais la dernière fois, c'était assez amusant. Les partenaires sociaux étaient mêlés aux collectivités territoriales, ça, comme si on pouvait dialoguer sur tout à la fois. Le sujet social, c'est une épaisseur et ça demande une organisation, comme demande le dialogue territorial. Où sont les contrats de plan de 88 de Michel Rocard, où le territoire faisait exiger, disons, ses initiatives, ses potentialités, et l'État exigeait les cohérences et les justices. L'État, d'un côté, avec sa vocation de cohérence, le territoire avec sa vocation de liberté. Mais il fallait bien équilibrer les deux. Et ça, c'était le contrat. Où est-ce qu'on fait tout ça? Il n'y a plus aujourd'hui de véritable lieu où on considère qu'il faut trouver une issue à des complexités, quelquefois même donc à des dialectiques qu'il faut pouvoir surmonter. Ça, c'est le deuxième axe qui me paraît être très important. Et le troisième, c'est qu'au fond, l'État doit probablement cesser, pour des raisons de moyens et d'organisation, cesser de vouloir en effet s'occuper de tout. Et donc là, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont posés sur quelles sont les fonctions que l'État pourrait abandonner. Alors, il est clair qu'il y a un sujet, on en parlera sans doute dans le deuxième round, il y a un sujet important qui est la décentralisation, donc de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les choses soient mieux réparties, mais il y a d'autres sujets aussi, les privatisations, par exemple, c'est un sujet qui peut faire partie des débats. Au cas où ça intéresserait Augustin, je ne sais pas. Oui, mais, on ne sait jamais. Donc, il y a les manières de faire en sorte que le champ de l'État soit aussi maîtrisé. Aujourd'hui, c'est vraiment extraordinairement difficile. Et j'ai vécu, du point de vue intérieur, ce paradoxe de l'État. Vous savez, c'est très difficile de dire l'État est ceci ou l'État est cela, parce que l'État est profondément différent. J'ai vu des lieux de richesse, de gabegie, de lieux de patrimoine, puis j'ai vu la paupérisation de l'État sur des fonctions majeures. Donc il faut faire très attention parce que là, le champ de l'État est très important parce que faisons très attention. J'ai vécu dans une affaire douloureuse la paupérisation du ministère de la Santé et qu'on peut traiter un certain nombre de difficultés que quand on passe la compétence au ministère de l'Intérieur. Et là, vous avez le rapport tous les soirs, vous avez des préfets, vous avez une mécanique qui tourne. Mais il y a un certain nombre de ministères aujourd'hui qui sont extraordinairement fragiles par rapport à leur mission. Donc il faut avoir là un esprit de discernement. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut revenir pour l'État, comme disait le général de Gaulle pour le président de la République, qu'il s'occupe de l'essentiel. Merci. Et au deuxième tour, on précisera l'essentiel. Voilà. Alors, on va... Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on a inventé donc, la discussion avec 2 tours. Et on va essayer justement d'aller maintenant... qu'on comprend que de toute façon on est condamné à la réforme. Emmanuel Auriol, pour vous, quelles sont les priorités, où sont les urgences? Est-ce que c'est plutôt au niveau européen ou au niveau du fonctionnement de la machine? Oui, alors moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, on a besoin d'une réponse à l'échelle des problèmes. Donc il y a beaucoup de problèmes qui sont au niveau mondial, en tout cas au niveau européen, minimum. Et en particulier, donc, on l'a déjà évoqué, mais le fait que depuis l'après-guerre et particulièrement depuis l'effondrement du mur de Berlin, on a assisté à une globalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi, surtout pour les entreprises, la capacité à racheter des entreprises dans d'autres pays et à croître. Donc on a vraiment eu, dans ce temps-là, l'émergence de la World Company, enfin des très très grosses multinationales.
et en même temps, comme je l'évoquais tout à l'heure, un affaiblissement de l'État, de ses moyens, parce qu'il a dû s'intégrer et donc renoncer à pas mal de prérogatives, battre la monnaie, contrôler ses entreprises, etc. Donc ce mouvement inverse de la puissance, de la montée en puissance de certaines entreprises qui, en taille de valeur ajoutée, c'est ce qui compose le PNB, sont plus grandes que beaucoup de pays en termes de richesse générée. Donc ça veut dire que c'est des puissances économiques comparables à des pays, mais qui ne sont pas du tout gouvernés de la même manière et qui n'ont pas les mêmes objectifs. Et donc cette incapacité de l'État au niveau national à contrôler ces entreprises, ça conduit à des problèmes qui sont extrêmement graves. Donc moi, personnellement, j'étais assez contente quand l'autorité de la concurrence a bloqué la fusion qu'on a évoquée précédemment, parce qu'effectivement, les entreprises ont intérêt à être grosses et ont intérêt à avoir du pouvoir de monopole. Dans certains marchés européens, cette entreprise aurait été en monopole, effectivement. Donc, aucune autorité nationale de la concurrence n'a dénoncé la décision de l'autorité européenne, il faut quand même le rappeler. Donc, vive les PME. Non, alors pas small is beautiful, c'est pas vrai, mais il s'avère qu'il y a des entreprises qui sont très grandes et qui ont la capacité à faire donc de l'optimisation fiscale, à faire de l'optimisation écologique. Qu'est-ce qu'on leur répond ? Et quelles sont les solutions ? Elles sont au niveau européen, moi je pense, elles ne peuvent pas être au niveau mondial. On voit bien qu'on n'arrive pas à s'entendre du tout avec les autres entités qui existent. Et qu'est-ce qui marche au niveau européen ? Il y a des choses qui marchent. Ce qui marche, c'est des autorités indépendantes qui ont des financements indépendants et qui ont une mission très claire. Donc la BCE, par exemple, on peut critiquer, mais on lui a dit arrête l'inflation, il n'y a plus d'inflation en Europe. L'autorité de la concurrence, on lui dit faut surveiller le bien-être des consommateurs européens, c'est ça ta mission, et il faut en particulier éviter qu'il y ait des monopoles qui puissent abuser leur position dominante. Elle fait ça très bien. Il n'y a pas d'autre chose qui a l'air de marcher, parce qu'après, les règles d'unanimité, ça nous paralyse, on l'a déjà évoqué. C'est pas la démocratie avec l'unanimité, c'est très paralysant. C'est mieux, effectivement, d'avoir une autorité qui peut prendre des décisions. Je pense donc qu'il faut qu'on travaille plus sur ces questions-là. La fiscalité, c'est un très gros problème. C'est un problème aussi de justice. Et c'est un problème aussi qui nous nuit, parce que quand il y a une crise financière comme en 2008, on attend que l'État sauve les banques, on attend que l'État protège les gens et leur donne des minima sociaux pour éviter la révolution. Et si les entreprises et multinationales ne payent pas leurs impôts, c'est une situation qui est fiscalement intenable, de toute façon. Donc je crois qu'on a beaucoup de travail à faire et je ne vois pas d'autre échelle que l'échelle européenne, pour nous en tout cas, puisque au niveau mondial, on arrive à s'entendre pratiquement sur rien ou très difficilement. Donc moi, je ne suis pas totalement euphorique, loin de là, et je comprends la tentation nationaliste, les frontières, le contrôle des entreprises, parce que ça, au moins, on le contrôle. Voilà. Mais ce n'est pas la solution. Donc la solution, elle est européenne. Augustin de Romanet, comment donc vous disiez finalement que l'État était dans une situation, pour reprendre l'expression de la table ronde précédente, un peu de quasi-faillite, puisqu'il ne peut plus suivre l'augmentation de ses dépenses par des recettes qui correspondent. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait des sacrifices ? Est-ce qu'on change la méthode ? Est-ce qu'on revoit le périmètre, comme le disait Jean-Pierre Raffarin tout à l'heure ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on vend les bijoux de famille ? J'ai été très bien formé par le Premier ministre, parce que j'avais parmi mes pistes de solutions 2 des thèmes qui ont été abordés par Jean-Pierre Raffarin, qui sont le thème de la stratégie et de la responsabilité. Donc, où on va ? C'est à moi de lui écrire ses discours. Oui. Merci. Les temps changent. Oui. Non, mais je me souviens de l'époque où je vous faisais citer le général de Gaulle et vous me disiez que j'étais un héros. Donc, où on va, comment on y va et avec qui on y va. Donc, où allons-nous ? Je crois que le thème de la stratégie et de la vision prospective de l'État exprimée par Jean-Pierre Raffarin est totalement cruciale. On a perdu effectivement le sens de la planification. Pour vous donner simplement une illustration, il n'y a pas si longtemps, en 1997, le ministère des Finances ne voulait pas faire de projection budgétaire à 3 ans. À 3 ans, là où les Américains en font à 50 ans. Donc je dirais le thème de la stratégie et le thème de la vérité. Je crois beaucoup à... J'utilise souvent une image pour mes collaborateurs qui est quand ils me disent qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose parce qu'il y a telle et telle raison, je leur dis non. Quand il y a plusieurs raisons, c'est qu'aucune n'est bonne. Si vous êtes invité à dîner chez un ami et que vous lui dites « je ne peux pas venir dîner parce que ma 4L est en panne, j'ai une gastro, je veux faire réviser ma fille, et puis j'attends le plombier », c'est que vous n'avez pas envie d'y aller.
exercez-vous à cette petite maïeutique de la vraie raison. Et j'insiste, pourquoi? Parce qu'il me semble qu'il y a un élément, par exemple, qui a été assez troublant récemment, c'est cette affaire de la taxe carbone. Je le dis devant Jean-Pierre Raffarin. Le rêve de tout membre de la direction du budget depuis 30 ans, c'est d'augmenter la TIPP le 1er septembre. Le 1er septembre, on ne sait pas boucler son budget, donc on augmente la TIPP, taxe intérieure sur les produits pétroliers. Là, cette fois-ci, il y a un certain nombre de gens qui se sont dit chic alors. On va pouvoir habiller ça sous le voile de la transition énergétique et on va leur en foutre plein de taxes sur les produits pétroliers, en fait, pour combler les déficits budgétaires. Et à 2 reprises, avec Alain Madelin d'une part et avec Jean-Pierre Raffarin d'autre part, je me suis pris des vents. J'étais budgétaire, je viens voir mes chefs et je leur dis « Ah, pour boucler le budget, il faudrait augmenter la taxe sur les produits pétroliers. » Et les deux m'ont dit, je suis fier de le dire devant vous, les deux m'ont dit hey, « Augustin, vous arrêtez vos bêtises. » Au quotidien, les gens, alors ça c'était Madelin, les gens qui vont à l'usine Citroën de Rennes-la-Jeannet et qui viennent de Vitré ou de Château-Giron et qui tous les matins font X kilomètres de voiture avec le diesel, c'est leur coup de bonbon, donc pas question que vous augmentez vos taxes. Donc je dis ça parce que je pense qu'il faut être très attentif à la vérité de ce qu'on dit, parce que nos concitoyens sont experts et décèlent tout ce qui ressemble à une entourloupe. Ça, c'est mon premier volet. Deuxième volet, la responsabilité. Donc je ne veux pas être trop long parce que je vais excéder le temps que vous m'avez donné. Mais lorsque j'en parlais avec mon fils hier soir, je parlais de cette petite intervention, il me citait une lettre de Pline à l'empereur Trajan. Vous avez des discussions de famille le soir ça vaut l'eau. Je vais vous donner mes enfants et je prends les vôtres. Il me dit... Non, mais lui, il pense qu'il y a des croûtes. Non, plus sérieusement. Pline dit à l'empereur Trajan, « Je vous supplie, Seigneur, de m'expliquer vos intentions sur un doute qui m'est venu. Je ne sais si je dois faire garder les prisons ou par des soldats ou par des esclaves. » Donc la question de Pline, c'est par qui doit-on faire garder les prisons? Et Pline répond, et Trajan répond, pardon, qu'il faut surtout faire garder les prisons par les esclaves et pas par les soldats. Bon, il faut préserver les soldats, mais aussi, il est surtout à craindre, comme vous me le demandez, que si on les mêle ensemble, ils ne s'en reposent les uns sur les autres et n'en deviennent plus négligents. C'est l'idée de la responsabilité. Quand il y a 2 chefs, il n'y a pas de chef. Et c'était une des difficultés de notre État en général, c'est la dilution des responsabilités. Dans le grand débat, vous avez observé dans beaucoup d'interventions des gens qui disaient « Mais au fond, moi j'ai un problème, je ne sais pas à qui m'adresser. » Il n'y a plus de grands élus. Les grands sénateurs-maires, les grands députés-maires, avec la suppression du cumul des mandats, ça n'existe plus. Les présidents de conseils départementaux ont le plus grand mal à se faire entendre quand ils viennent à Paris. N'est-ce pas, monsieur le Premier ministre? Donc je ne veux pas développer, mais le sujet de la responsabilité, qui fait quoi? Est-ce que ce sont les autorités indépendantes qui sont en fait parfois... Est-ce qu'il en faudrait plus des autorités indépendantes? C'est proposé, en tout cas, des agences. Trop compliqué pour que je parle en 2 secondes de ça, mais... Vous en fréquentez peut-être des autorités de régulation. C'est bien pour ça que je vous réponds ce que je vous réponds. Allez, il faut se mouiller un petit peu. Troisième observation. Donc, où on va, comment on y va, avec qui on y va. La question des ressources humaines est cruciale, que ce soit dans les entreprises ou dans l'État. Donc, là aussi, je ne m'étendrai pas, mais je crois que l'État a besoin des meilleurs collaborateurs, des meilleures ressources humaines. Je pense que c'est un domaine où il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et on le voit bien d'ailleurs. Dans le journal Le Monde hier, vous faisiez un papier sur le succès des ministres de la société civile. Et il est incontestable que lorsque vous avez des ministres qui n'ont pas le cap de la compétence technique et qui ont en plus un langage de vérité, vous inspirez automatiquement confiance, ce qui permet de procéder à l'exercice de Marcel Gauchet. Parce que procéder à l'exercice de l'Assemblée de copropriété, qui consiste à réconcilier la personne du premier et la personne du troisième qui veulent ou pas refaire l'ascenseur, c'est un exercice insupportable. Mais si en plus vous n'avez pas les connaissances du règlement de copropriété, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Donc, je crois beaucoup à la question des ressources humaines, ce d'autant plus, comme l'a dit Mme Auriol, que les États vont avoir affaire à des entreprises qui sont beaucoup plus puissantes que les moyens humains, les moyens en juristes, les moyens en avocats des entreprises sont sans comparaison. Et c'est une des grandes difficultés, notamment du développement de l'Afrique, quand elles se trouvent avec des entreprises qui leur proposent des partenariats publics, privés, déséquilibrés. Et je m'arrête là parce que sinon je pourrais être trop long. Sur le périmètre de l'État, rien à dire alors?
Sur le périmètre de l'État, moi je crois, comme Jean-Pierre Raffarin, qu'il est absolument nécessaire de permettre à l'État d'assurer ses fonctions essentielles qui sont la justice, l'éducation et la régulation en général. Et donc il y a un certain nombre de... Oui, vous me voulez m'emmener sur la privatisation, je sais bien. Mais non. Alors, je vais saisir cette occasion pour dire comment j'ai interprété la phrase du Premier ministre qui disait que la gestion d'ADP était perfectible. Je ne l'ai pas du tout mal prise, parce que le Premier ministre sait, comme tout le monde ici, que la capitalisation boursière de l'entreprise est passée de 5 milliards à 17 milliards en 5 ans, que la qualité de service s'améliore et que nos collaborateurs sont dédiés à cela. Ce que le Premier ministre a voulu dire, c'est que pour développer le groupe et en faire un leader mondial, avoir dans son conseil d'administration l'État n'est pas toujours le gage de souplesse et de réactivité que l'on peut attendre pour être un leader mondial. Et c'est comme ça qu'il a justifié la décision qu'il a prise et que je ne commente pas, puisque c'est la décision de l'État. Moi, je suis mandataire social, ça ne me revient pas de commenter cela. Néanmoins, puisque vous m'emmenez sur ce terrain et que vous m'obligez à vous répondre, je vous réponds qu'il faut écouter Édouard Philippe. La gestion des entreprises publiques est perfectible. Et lorsque on souhaite se séparer d'une partie du capital tout en assurant toutes les garanties de sécurité, de sûreté, et la première frontière du pays restera en tout état de cause contrôlée par l'État, il n'est pas complètement déraisonnable que l'État veuille se séparer de tout ou partie de son capital, surtout dans les conditions qui sont celles de la loi qui est proposée au Parlement. Alors, on revient sur un terrain familier de... à moins que Jean-Pierre Raffarin veuille commenter ce commentaire, mais... C'est très très rare de trouver, en ce qui concerne, quelqu'un qui me fait regretter Matignon. Mais il est tellement admirable que je l'admire toujours. Voilà. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous alliez parler un petit peu de décentralisation. On a constaté qu'avec cette affaire des Gilets jaunes, du grand débat, il y avait un appel, y compris à l'intérieur du gouvernement, pour une nouvelle étape de la décentralisation. Alors, est-ce que la décentralisation, dans un pays qui s'est construit, qui s'est centralisé depuis depuis 1000 ans, plus de 1000 ans, est-ce que c'est, à votre avis, la clé ? Mais bien sûr. J'aurais bien volontiers dit à Augustin que j'étais d'accord avec lui pour 3 raisons, mais j'en retiens qu'une, parce que j'ai retenu la leçon, c'est la responsabilité. Et ce que je trouve vraiment absurde dans la situation actuelle, c'est quand on donne des missions au territoire, mais qu'on ne leur donne pas les recettes qui sont liées à ces missions, et qu'on donne des dotations, c'est-à-dire que finalement, on dépense l'argent sans aucune responsabilité, puisqu'on reçoit une dotation. Face à la dépense, il doit y avoir l'impôt, il doit y avoir des responsabilités. Et le maire qui gère bien, c'est celui qui lève les impôts qui sont jugés recevables par les citoyens en fonction de l'action qui est menée. Et aujourd'hui, on a des dotations de l'État et on engage un certain nombre de responsabilités territoriales. Ce ne sont pas des responsabilités, ce sont des délégations. C'est assez caricatural sur le nombre de décisions. On confie des centres de formation d'apprentissage aux régions, mais le salaire des professeurs est payé par une discussion nationale. On fait en sorte qu'on puisse aujourd'hui discuter un plan de pauvreté, mais ce sont les départements qui mènent aujourd'hui les politiques contre la pauvreté. Donc il y a un moment où il faut articuler la mission et la responsabilité de la mission. Et donc je pense que l'État, sur ce sujet, doit profiter de ce choix de responsabilité, et les circonstances sont plutôt bonnes aujourd'hui, pour pouvoir, d'une part, choisir les secteurs sur lesquels il peut confier de vraies responsabilités au territoire. Exemple, on a confié les politiques d'innovation en grande partie aux régions, les politiques de recrutement de cadres, les politiques de modernisation technologique. Un certain nombre d'éléments stratégiques du développement économique sont entre les mains des régions. Mais l'emploi, ils ne sont pas responsables. L'emploi, on a la politique des entreprises aux régions, et l'emploi, ce n'est pas la région. C'est toujours, tous les mois, on sort le carnet de notes du président de la République, c'est meilleur ou c'est moins bon que le mois précédent. Donc moi, je crois vraiment qu'il faut, par exemple, donner la responsabilité de la politique de l'emploi aux régions, et qu'on régionalise l'emploi public, c'est-à-dire Pôle emploi. Que Pôle emploi soit sous l'autorité du président de région. Et là, on pourra dire, tiens,
Rhône-Alpes-Auvergne a bien travaillé. Enfin, ça, ce sera à voir, mais enfin, a bien travaillé. Non, le Poitou. Cette fois-ci. Et donc, mais l'Aquitaine encore mieux. Puis il faudrait et je ne sais qui. Bon, de manière à ce qu'on puisse comparer, que l'État puisse stimuler. Donc, je pense vraiment concrètement là que la politique de l'emploi, c'est pas aujourd'hui la responsabilité première de l'appareil d'État. Et donc, ce qui me paraît très important aujourd'hui, c'est de profiter, circonstance, je vous assure, extraordinaire, parce que cette affaire de gilets jaunes, de contestation de ça, a permis que les départements, les régions et les villes se mettent d'accord dans une structure qui s'appelle Territoires Unis et qui viennent de remettre au président un texte sur leurs responsabilités. En général, c'est une bataille de chiffonniers, je veux te piquer ça, je prends ça et tout ça. Là, pour une fois, ils ont un texte commun. Après, je crois que c'est l'occasion d'aller vraiment dans un partage des responsabilités, et celui qui mène une responsabilité, il lève l'impôt de cette responsabilité et il est comptable devant les électeurs des résultats de sa politique. Et ça, on doit pouvoir le faire dans un certain nombre de domaines. Et franchement, je crois qu'alléger l'État, alléger l'organisation gouvernementale, alléger non seulement l'organisation budgétaire, les discussions parlementaires, tout ça, pour diminuer un certain nombre de choses qui ne sont pas essentielles à l'État, je pense que c'est très important. Mais naturellement, ce qu'il faut éviter, c'est la situation qu'on développait tout à l'heure, c'est-à-dire une certaine forme de confusion. Et donc, finalement, grosso modo, moi j'avais vécu ça pendant une période dans ma région Poitou-Charentes, du temps où elle avait été gouvernée. C'était naturellement, à chaque fois qu'il y avait un truc bien, c'était nous, et quand il y avait un truc mal, c'était l'État. Bon. Donc, mais à partir du moment où la confusion est là, c'est le plus malin qui gagne. Et le plus malin, c'est celui qui est dans la proximité, parce que le préfet, le temps qu'il s'exprime, nous, on avait le temps quand même de s'exprimer davantage. Donc, on doublait toujours le préfet, il était toujours responsable des difficultés, et nous, des réussites. Bon, donc ça, c'est cette confusion-là qu'il faut supprimer, qui est responsable et qui doit pouvoir assumer. Donc, je pense vraiment que la décentralisation doit pouvoir aider aujourd'hui, à condition qu'on considère bien, non pas la décentralisation comme une délégation, comme l'exportation, voire de difficultés vis-à-vis des territoires, mais au contraire pour une responsabilité donnée aux territoires. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure Augustin sur il n'y a plus de sénateurs-maires, il y a plus de... Là, je pense qu'on a un vrai sujet. Je reviens à cette idée, moi, qui m'obsède, qui est l'idée du travail. Et dans la vie politique, dans la démocratie, le travail est aussi important. Comment gérer? On gère complexité et simplicité, mais il faut aussi gérer réflexion, culture et puis spontanéité. On a aussi cette dialectique-là, et c'est bien que les gens puissent s'exprimer de manière spontanée, mais on ne peut pas avoir qu'une assemblée nationale où on gère que la spontanéité sans capacité de travail, sans expérience. Gérer des collectivités territoriales, c'est vraiment des responsabilités très lourdes. Il faut de l'expérience. Et on ne peut pas faire simplement en disant le politique, c'est celui qui gère le spontané, qui fait les discours, et puis c'est une administration qui gère. Parce que ça, à ce moment-là, on voit bien qu'on parle de l'impuissance du politique, parce que notamment, l'impuissance du politique vient du fait que le politique, souvent, exporte ses responsabilités. C'est un problème avec les autorités indépendantes. C'est que trop d'autorités indépendantes. Le politique envoie dans des autorités indépendantes et il n'a plus forcément toutes les responsabilités. Et parce que finalement, ce sont les autorités indépendantes qui prennent les décisions et le politique est un animateur et pas un décideur. Donc je suis d'accord qu'il faut des autorités indépendantes, mais je suis contre le principe que, naturellement, le politique, même moi, politique, je dis, le politique, il faut s'en méfier, je vais créer une autorité indépendante et comme ça, vous serez rassurés. C'est-à-dire que moi-même, j'assume que le politique n'est pas crédible. Ça, ce n'est pas acceptable pour un politique. Un vrai. Merci. Merci Jean-Pierre Raffarin. Alors, il nous reste juste le temps de 3 questions. Est-ce qu'il y a des... Alors, il y a voilà, une main qui s'est levée et un micro qui arrive. Voilà, allez-y. Oui. Tout à l'heure, il a été dit dans tous ces débats qu'on avait une problématique de moyen terme, de long terme, etc. Augustin de Romanet a parlé de la compétence donc des RH. Est-ce que vous croyez vraiment que les RH de l'État aujourd'hui, ou même des régions en devenir, est à la hauteur des défis et dans les délais qui nous sont donnés? Alors, qui veut répondre? Politique des ressources humaines. Alors, moi, je peux juste vous dire que j'avais écrit un petit livre en 2012 qui s'appelait « Non aux 30 douloureuses », où j'avais fait tout un chapitre sur cette question de la gestion des ressources humaines de l'État. Alors, ça serait beaucoup trop long de vous répondre en détail, mais on peut dire que ça progresse. Et
on peut voir un certain nombre de... les nominations des grands directeurs se font de façon beaucoup plus professionnelle que c'était le cas auparavant. L'exemple des ministres techniciens, me semble-t-il, montre que quand on met des gens qui connaissent les choses, ça va mieux que quand on met des gens qui ne connaissent pas les choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des ministres politiques aussi, mais je veux dire, il faut un dosage. Donc, en tout cas, je vais revenir à la question de la privatisation. Oui, revenons. Mais quel est le privilège des entreprises privées, par exemple, par rapport aux fonctionnaires d'État? Quand vous êtes préfet, vous n'avez la possibilité de choisir aucun de vos collaborateurs. Quand vous êtes directeur d'administration, quand vous êtes dans une entreprise, je voyais un responsable de stratégie hier qui me disait qu'elle notait que dans les très grandes entreprises, souvent, les nouveaux dirigeants changeaient tous leurs COMEX. Non pas par principe de faire le ménage, mais pour avoir des gens qui puissent communiquer bien, avec qui ils soient en parfaite symbiose. Donc, cette difficulté que peut avoir l'État d'organiser les ressources humaines comme les entreprises publiques ou privées efficaces, je crois qu'on commence à en prendre conscience, mais c'est un sujet majeur, parce que je l'ai toujours dit, y compris à des très bons niveaux de l'État, le vrai pouvoir, c'est pas de l'exercer soi-même, c'est de le donner à autrui. Et ça, dans l'administration, on a encore du mal. C'est le fameux spoil system aussi, finalement, qui existe aux États-Unis, où quand une équipe arrive, elle change tous ses directeurs d'administration. On en avait parlé pour la France, d'ailleurs. Oui, moi je suis peut-être un peu classique, c'est comme ça. Moi je crois quand même à la qualité de l'État et à la permanence. À la permanence de l'État et à des capacités d'avoir dans l'appareil d'État des gens qui servent l'État et qui ne sont pas des engagés partisans. Alors qu'il y ait une place partisan, notre système le permet, on a les cabinets, on fait la politique, on a l'administration. Donc je trouve que c'était pas si mal. Moi-même je suis opposé au spoil system aussi, je vous rassure tout de suite. Je pense que là, la question que pose monsieur, qui moi m'interpelle vraiment, c'est la question du recrutement. Comment veiller à ce que les bons choisissent l'État et comment l'État garde les bons. Parce que si les meilleurs, on les envoie à l'aéroport de Paris, après, qu'est-ce qui reste? Bon, donc il faut quand même faire attention à ça, parce qu'on doit pouvoir... Ça veut dire qu'il faut les payer plus? Écoutez, en tout cas, il faut leur trouver des conditions de vie, de travail, de salaire, etc., au total, que l'ensemble de l'offre soit plus attractive. Mais je pense que c'est vraiment assez désolant. Et puis, est-ce que c'est forcément très sain car ensuite, après avoir été au Trésor tout le temps, après on va occuper toutes les grandes entreprises. Il faut comme toujours de la diversité. Absolument. Un peu, mais pas forcément trop. Donc, je pense que l'État doit être capable de garder ses meilleurs. Emmanuel. Oui, là j'ai l'impression qu'on parle que de la tête en fait de l'État, hein, enfin donc des hauts fonctionnaires, mais il reste toute l'administration qu'il y a dessous. Et moi, en tant que fonctionnaire de base, je suis jamais évaluée. Les incitations que j'ai, on se les crée soi-même avec des publications. Enfin, donc il y a quand même une question de comment on motive des gens. Or, les fonctionnaires, ils ont passé des concours, donc c'est des gens qui ont du capital humain, qui sont quand même éduqués, qui sont intelligents pour la plupart d'entre eux, mais ils ne sont pas effectivement dans un système très porteur. Hein. Normalement, c'est la plus grande entreprise de France, on devrait pouvoir de la mobilité, parce que c'est ennuyeux de faire toute sa vie la même chose. Et tout ça, c'est pas fait. Il y a une démission complète de l'État, il n'y a pas de direction des ressources humaines au sein des administrations, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'évaluation réelle. C'est des notations idiotes. Moi, je discute avec des collègues qui sont secrétaires. Si elles veulent une promotion, et je vous assure qu'elles ne se caractérisent pas par leur absentéisme, il faut qu'elles passent un concours pour gagner 10 €. Il leur faudra combien d'années pour amortir le ticket de train pour aller à Paris, quoi. Donc la reconnaissance du travail, on ne le fait pas parce qu'on a peur des conflits. Il faut affronter des syndicats parce que ça veut dire quand même évaluer comment on évalue, hein, et le faire proprement. Or, dans les entreprises privées, c'est une des fonctions les plus essentielles, hein, de l'entreprise privée, d'évaluer les gens. Et ça, si on veut les récompenser, il faut les évaluer. Donc c'est un vrai sujet tabou, mais moi je pense que c'est une des marges de manœuvre. Et je ne parle pas du plus haut sommet, je parle de toute... on pourrait avoir des carrières formidables dans la fonction publique. Ce n'est pas le cas et on décourage, je crois, beaucoup les gens. Donc c'était une très bonne question. Est-ce qu'il y en a une autre aussi bonne? Non? Pas de regret? Si. Allez, une dernière. Ça sera la dernière.
Alors, je me permets de poser cette question vraiment parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il se trouve que je travaille actuellement sur des systèmes comme les escartons, c'est-à-dire des systèmes qui, au Moyen-Âge, des zones comme les Alpes, qui étaient un peu abandonnées parce qu'elles étaient trop difficiles d'accès, ont mis en place des systèmes politiques de démocratie tout à fait particulières, avec une efficacité impressionnante. Par exemple, donc, la zone des escartons autour de Briançon, au moment de la Révolution française, quand on a arrêté ce genre de système, tous les enfants allaient à l'école, il y avait un niveau de formation qui n'existait absolument pas dans le royaume de France, etc., etc. Alors pourquoi je vous cite ça? C'est parce que ça montre que les territoires ont des besoins différentiels. Et à la base des escartons et des autres solutions qui étaient utilisées dans les Alpes, c'était la préservation des biens communs. C'est-à-dire gérer correctement la forêt, les eaux, etc. Tout ce qui n'était pas fait correctement par les nobles. Et aujourd'hui, quand on a des défis environnementaux qui sont monstrueux, moi je me pose vraiment la question d'aussi un État qui accepte des collectivités locales avec des responsabilités différenciées, avec une capacité d'expérimentation extrêmement forte. Et je suis un petit peu navrée, malgré tout mon militantisme politique, d'arriver toujours à des solutions de gouvernement où en fait, dès qu'ils sont en place, le discours c'est « oulala, les collectivités locales, faut s'en méfier et il ne faut pas d'hétérogénéité ». Alors moi, la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas avoir à la fois un contrôle meilleur des élus locaux, parce qu'aujourd'hui, des élus qui veulent prendre des décisions sur leur territoire sans l'accord de la population, il y en a beaucoup, mais en même temps qu'on leur laisse beaucoup plus d'autonomie pour inventer ce monde de demain, qui est un monde, à mon avis, encore plus hétérogène que celui d'aujourd'hui. Alors, Jean-Pierre Raffarin... Bien là-dessus. Parce que d'abord, je vais vous renvoyer sur la un plateau, réforme. là. La réforme constitutionnelle de 2003, du temps où ce pays était lui aussi gouverné, et là, on a mis dans la réforme de la Constitution, d'abord la République décentralisée, on a reconnu la différenciation, et même on a permis un certain nombre d'initiatives comme les référendums territoriaux, dont on s'est peu servi après. Je pense que les territoires aujourd'hui ne sont pas suffisamment ambitieux, et quelquefois ils sont trop revendicatifs sur l'État, non pas pour gagner des libertés, mais pour gagner des moyens. Moi, j'étais élevé dans mon département de la Vienne par René Monory, qui a fait le Futuroscope, qui a fait un certain nombre de choses, et qui disait toujours « tout ce qui n'est pas interdit est autorisé est possible ». Il y a plein de possibilités, mais aujourd'hui, très souvent, et là, ma grande déception politique, après 40 ans de politique, c'est souvent de mes collègues décentralisateurs et girondins qui, quand on leur donnait des responsabilités, l'utilisent comme le pouvoir central pour rechercher l'équité des territoires et pour être que la Vienne aussi importante que les Deux-Sèvres, que la Charente-Maritime, etc. Et qu'ils ont obtenu ça et nous pourquoi on ne l'a pas, etc. Et qu'au fond, on se met dans un système où on ne cherche pas à créer des libertés pour engager des initiatives, mais on cherche à faire en sorte d'obtenir et que politiquement, regardez, on a obtenu ça de l'État, plutôt que personne ne pouvait conseiller à Monory de faire un futuroscope dans un champ de betteraves. Il a fait ça, et aujourd'hui, 10% de la formation des sciences de l'ingénieur se font là. Il y a beaucoup de choses qui sont créées, une ville entière, une technopole s'est créée, tout ça parce qu'il y a un moment, un territoire a pris ses libertés. Donc, je suis complètement d'accord avec vous sur le fond des choses, qu'est la différenciation. Je suis complètement d'accord avec vous que globalement, nous sommes gouvernés par des Jacobins. Mais de temps en temps, et je trouve que les Girondins devraient avoir plus d'audace, profiter des libertés et de faire en sorte que la décentralisation, ça ne soit pas une organisation qui consiste à mettre tout le monde à égalité, mais au contraire, à disperser des libertés pour permettre des initiatives. Donc de ce point de vue-là, moi, j'appelle à des gilets bleus, blancs, rouges territoriaux. Bien. Alors, Emmanuel Auriol, juste un petit mot, et puis Augustin de Romanet, et après on s'arrête. Donc je crois que vraiment l'État est mort, donc puisque alors, par les deux bouts là... il est mangé par les deux bouts. Donc, d'un côté, il doit se dissoudre dans l'Europe. Alors, il doit abandonner la monnaie. Il ne peut plus faire ce qu'il veut avec ses entreprises. Et puis maintenant, il faut qu'il décentralise aussi. Puis alors, les impôts. Donc voilà. Donc là, il est en train de complètement disparaître et fondre. Bon, c'est... Ah oui, alors ça, je ne suis pas tout à fait sûre, mais... Donc, c'est quand même un peu les conséquences de ce qu'on dit aujourd'hui. Je crois quand même qu'on a toujours besoin d'un État fort, ne serait-ce que pour les missions régaliennes nationales. Donc, voilà, la question de sa survie est quand même un peu enjeu. Richelieu doit se retourner dans sa tombe. Alors, Augustin de Romanet. Oui, c'était juste pour rebondir une seconde sur la faculté de régler les questions très compliquées par le local.
Je pense que l'exemple de l'accueil des immigrés a été patent. Par exemple, la façon dont le maire de Lampedusa et les citoyens de Lampedusa se sont coalisés pour accueillir les étrangers dans des conditions tout de même assez exceptionnelles, a montré l'exemple à beaucoup de collectivités en Europe. Vous aurez observé que beaucoup de collectivités ont réglé beaucoup mieux la question de l'accueil des immigrés parce qu'elles ont à la fois intégré et en même temps mis des limites. Et puisque vous faites des recherches sur ce sujet, vous savez qu'il y a un prix Nobel suédois qui s'appelle Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel vers 2008-2009 sur la supériorité des communautés locales pour gérer les biens communs, les pêcheries, les forêts, les lacs, etc. Donc c'est elle a fait des recherches très considérables sur la différence entre les normes qui sont l'attribut de la communauté et les règles qui sont fixées localement et qui permettent de beaucoup mieux gérer effectivement des réalités qui sont trop compliquées pour être gérées du dessus. Merci Augustin de Romanet, merci à vous. Et oui, nous avons un jeune intervenant qui veut prendre la parole. Le micro. Lumineuse. Ah voilà, ça marche. C'est bon, allez-y. Alors, pour prolonger Oui, la pensée lumineuse du Premier ministre et au titre de L'Académie. l'Académie française, parce qu'on est obligé de savoir quel sens sont les mots, Oui. qu'est-ce qu'un Girondin? C'est un Jacobin qui habite la province. Merci. Bravo. Merci à vous.